Mais vous ne pouvez pas, tous les experts vous disent que vous ne pouvez pas détruire le Hamas et que ce sur quoi il faut travailler aujourd'hui, c'est précisément Non, mais ces vouloir voies. éliminer Yahya Sinwar, Mohamed Deif, est-ce que c'est un bon objectif? Mais c'est pas en éliminant, si vous voulez, les têtes du Hamas que vous allez éliminer le mouvement du Hamas en lui-même. Et ça, tous les experts vous le disent, que ce n'est absolument pas sérieux Donc, comme projection. donc ce n'est pas un objectif à poursuivre pour le gouvernement Mais israélien. c'est pas une question, c'est un objectif à poursuivre ou pas, c'est qu'il est irréaliste. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est avancer sur des objectifs concrets de négociation de paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Et les projections qui sont faites par Israël sont plutôt d'une offensive totale sur Rafah, d'une expulsion des Palestiniens dans le Sinaï et au fond d'un nettoyage ethnique qui se matérialise aujourd'hui par un génocide. Rima Hassan défend sans fléchir sa position sur le génocide à Gaza, malgré les tentatives répétées du journaliste pour la déstabiliser. J'admire sa détermination quand elle insiste, je veux dire, et répéter qu'un génocide est en cours, et je pèse mes mots. Elle ne cède absolument pas sur la terminologie, même face aux citations de la CIJ qu'on lui présente. Ce qui me frappe, c'est sa capacité à ancrer cette position en évoquant la Convention sur la prévention du génocide. Elle parle en connaisseuse et non novice. L'animateur tente visiblement de la piéger sur le terrain juridique, mais elle retourne brillamment l'argument contre lui. On est en direct. On est totalement en direct. Je dois regarder quelle caméra? Non, vous regardez pas une caméra, vous pouvez répondre à mes Non, je questions. veux dire et redire qu'il y a un génocide qui est en cours. Et je mesure mes mots. Et il serait temps que tout le monde sorte du déni s'agissant de ce qui est en train de se passer à Gaza. Laissez-moi terminer. Qu'est-ce qui vous permet... Non, mais parce que c'est Laissez-moi- important. Mais je suis en train de dérouler Ouais, mon ouais. propos. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide? Je l'ai lu et je sais que vous le citez régulièrement, Rima Alors. Hassan, mais simplement, comme vous dites que vous êtes juriste, je vous demande... Mais attendez, Attendez, si vous permettez. Qui a l'autorité juridique les experts. à l'échelle internationale Les pour experts. statuer? Les La ex- Cour internationale de Les justice? experts. Alors, je vais revenir sur la décision de la Cour internationale de justice. Les experts. Donc, vous avez un panel d'experts s'agissant de cette question. Donc, il y a effectivement des rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Vous avez la Fédération internationale des droits de l'homme. Vous pouvez considérer que c'est une coalition. Mais C'est- Rima c'est- Hassan, je lis Attendez, ces je témoignages termine. comme vous, mais Mais ça je ne ter- vaut pas la je- décision d'une je- juridiction internationale. Mais pourquoi précisément ce qu'elle dit et elle a sûrement raison. Maintenant, nous avons le droit, nous, si vous voulez, de se fier aussi à un consensus aujourd'hui qu'il y a dans la voix des experts. Et Je donc, termine, c'est je un- termine et juste donc, c'est un- là-dessus. L'animateur essaie clairement de la mettre en difficulté en mentionnant l'abstention de la France insoumise lors du vote sur le génocide des Ouïghours. Sa réponse est d'une finesse politique remarquable. Elle évite le piège de la comparaison simpliste tout en affirmant son soutien à la cause ouïghour. Quand elle déclare « J'encourage les États qui souhaitent protéger la population ouïghour à aller jusqu'au bout des démarches », elle renvoie habilement l'accusation contre les gouvernements qui se contentent de paroles sans action concrète. C'est une parfaite illustration de comment déjouer ces tentatives de moments gotcha si fréquentes dans les interviews politiques. Non, mais S'il c'est ce vous que plaît, vous pensez, c'est pas une réalité C'est juridique. extrêmement important, je termine Ouais, bien là-dessus. sûr. Donc, je vous ai cité le rapport de Francesca Albanese, qui est la rapporteure spéciale des Nations Unies, Anatomie d'un génocide. Vous avez également une communication qui a été faite par la Fédération internationale des droits de l'homme, qui réunit quand même plusieurs acteurs et qui ont communiqué sur le fait que ce qui était en cours aujourd'hui à Gaza, c'est un génocide. Vous avez une procédure qui est engagée devant la Cour pénale internationale par 600 avocats internationaux et experts. Pour inculper Benjamin Netanyahou. Non, sur le génocide par destruction du groupe social. Rima Hassan. Non, c'est Non, mais extrêmement attendez, important. Rima Hassan, juste, Donc, est-ce que je peux vous poser juste une question? J'arrive à l'ordonnance de la Cour internationale de justice. Je suis stupéfait par cette technique d'interview. L'animateur tente maintenant de l'attaquer sur l'annexion de la Crimée par la Russie et les positions passées de l'EF. Sa réplique est parfaitement calibrée. Elle rappelle qu'elle vient de rejoindre ce mouvement récemment et recentre la discussion sur l'essentiel, sa position actuelle sur le conflit. Elle refuse de se laisser enfermer dans cette logique de culpabilité par association. C'est typiquement ce genre de manipulation médiatique qui décrédibilise tant les grandes chaînes télévisées françaises. Continuons avec ce qui suit. Fin octobre, ce terme, et j'ai parlé depuis fin octobre du risque génocidaire. Donc là, vous avez 6 mois de retard, vous et d'autres J'ai pas de collègues retard, et je pense que journalistes. ceux qui nous regardent Si, pourront si. juger. Et Et je j'aimerais... termine sur Ouais. un point. Cette Rapidement, parce que j'aimerais qu'on oui, continue cette sur ce convention, c'est terme. une convention sur la prévention du génocide. C'est-à-dire que notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, de déclaration d'intention génocidaire, nous devons le dénoncer et non pas attendre que le massacre ait lieu et le génocide ait lieu pour regarder comme des spectateurs et venir le qualifier. Vous le dites, vous avez toute liberté de le dire sur ce plateau, mais mon point est que la juridiction internationale n'a pas... Quelle tactique maladroite!
L'animateur ressort maintenant des déclarations de Jean-Luc Mélenchon datant de 2015 sur les frappes russes en Syrie. La réponse de Rima est parfaite. Je suis ici pour faire une interview sur tous les propos de Jean-Luc Mélenchon depuis ces 10 dernières années. Elle dénonce justement cette approche qui consiste à l'interroger sur d'anciennes déclarations plutôt que sur ses propres positions. Cette façon de rejeter le format imposé est exactement ce dont nous avons besoin dans notre paysage médiatique où domine trop souvent la mauvaise foi. De cette convention qui peuvent agir pour empêcher un génocide dont ils peuvent être témoins ou sur lequel ils veulent alerter. Donc ça n'a rien à voir avec la question de la compétence un génocide ou la question de la Xinjiang. ratification ou non par la Chine de cette convention. Y a-t-il, Rima Hassan, un génocide des Ouïghours au Xinjiang? Alors moi, je dénonce effectivement ce qui est, les persécutions que subit cette minorité. Moi, vous pouvez retrouver des posts s'agissant de cet engagement. Et d'ailleurs, j'ai même rappelé que j'avais relayé du contenu qui pouvait être partagé par Raphaël Glucksmann s'agissant de son engagement que je trouve extrêmement donc je repose ma question, sur ce sujet. Y a-t-il un génocide des Ouïghours au Xinjiang? À ce stade, il n'y a pas d'ordonnance. Une ordonnance, c'est un début de qualification. Il n'y a pas d'ordonnance qui a pu évoquer la question du risque génocidaire ou d'un génocide qui est en cours, ou d'une intention génocidaire. Mais effectivement... Donc, stérilisation forcée des femmes, internement dans des camps, pas d'intention génocidaire. C'est-à-dire, si je résume pour ceux qui nous regardent, attendez juste, sur ce qui se passe à Gaza, la CIJ dit risque plausible de génocide. Et là, vous dites il y a un génocide. Et là, sur les Ouïghours, vous refusez de dire qu'il y a un génocide en cours. Non, c'est pas que je suis en train de refuser. On est en train de se référer tous les deux à ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Moi, je peux vous citer une dizaine de sources internationales s'agissant de rapports internationaux et de rapports onusiens, s'agissant de la question de la qualification en cours du génocide à Gaza. Donc là, ce collège d'experts et d'avocats spécialisés des droits humains qui, en 2021, disent qu'il y a un génocide des Ouïghours au Xinjiang. Eh bien, je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide? Je les soutiens dans leurs analyses. Est-ce qu'il y a un génocide des Ouïghours? Je me réfère, encore une fois, vous l'avez très bien introduit, je me réfère à cette boussole du droit international. C'est-à-dire que moi, je suis là pour défendre la question des droits humains. Donc vous ne dites pas qu'il y a un génocide? Sa vision de l'État binational est tellement plus élaborée que l'animateur ne veut le faire croire. Quand elle explique que c'est un État qui reconnaît les particularités nationales, on voit toute la profondeur de sa pensée politique. L'animateur cherche constamment à la présenter comme anti-israélienne, alors qu'elle propose une solution qui reconnaît les droits et l'identité des deux peuples. J'apprécie particulièrement comment elle situe cette idée dans un contexte historique plus large, en montrant qu'elle n'est pas isolée, mais discutée par des intellectuels des deux côtés depuis des décennies. Mais dès lors que vous avez une juridiction internationale qui commence à statuer, si vous voulez, sur ça, nous avons tous pour devoir et responsabilité de relayer ce genre... Hassan, que ceux qui nous regardent mais attendez, là vous êtes en train de simplifier. Non, pas du tout. Vous m'avez parlé d'un comité d'experts. Est-ce que vous pouvez me citer la composition de ce comité? Oui, notamment l'ancien juge qui était chargé de mettre en justice M. Milosevic après les massacres de Srebrenica. Mais juste, Rima Hassan. Non, j'encourage les États, notamment... Quel moment de vérité quand elle indique qu'il y a 400 000 colons en territoire palestinien à l'heure où on se parle et que 5% des infrastructures civiles à Gaza ont été détruites, elle ramène brutalement le débat à la réalité du terrain. Face au concept juridique et diplomatique de l'animateur, elle oppose des faits concrets et imparables. C'est exactement ce type d'intervention qui manque dans nos médias. Quelqu'un qui rappelle les réalités matérielles derrière les discours diplomatiques vides sur la solution à deux États. Voyons la suite. Fin de la guerre, cesser le feu, que les armes se taisent et qu'on arrive à des consensus qui permettent d'éviter un nombre de morts qui est trop important à Gaza comme en Ukraine. Et s'agissant de la question des territoires, nous demandons à ce que des référendums soient organisés par les populations concernées avec des observateurs internationaux, ce qui est déjà arrivé dans énormément de conflits. Deuxième sujet sur... Dès le départ, Rima Hassan change complètement l'angle initial. L'animateur oriente sa question pour suggérer que le Hamas est responsable de l'échec des négociations, mais elle souligne immédiatement ce que Netanyahou a clairement exprimé. Il ne souhaite pas arrêter cette guerre. C'est fascinant d'observer comment elle refuse d'emblée le cadre narratif qu'on tente de lui imposer. Cette habilité à réorienter la conversation dès le début montre à quel point elle maîtrise son sujet et ne se laisse pas influencer par des questions orientées.
Continuons avec la suite. J'aime raisonner avant de m'exprimer. Là, je ne parle pas de l'ONG, là, il parle des bombardements russes et syriens sur les populations civiles, avec plusieurs centaines de milliers de morts en Syrie. La journaliste, c'est une ONG, j'aimerais juste de quoi on parle, j'aimerais savoir de quoi on parle. Donc, précisément, je suis là pour porter la parole politique qui est la mienne sur un programme pour les européennes, qui est celui, effectivement, de la langue du droit international, un programme de paix sur les sujets internationaux. Toutes les victimes civiles sont à déplorer. Je crois que les déclarations de la France Insoumise s'agissant du conflit syrien ont été aussi Mais vous venez d'entendre Jean-Luc Mélenchon comme moi qui dit dans tous les bombardements, il y a des victimes civiles. Et je peux vous aussi vous retrouver, si vous m'aviez informé que vous alliez aborder cette question, ce que vous n'avez pas fait par ailleurs. Vous savez, je vous donne pas les questions avant cet entretien. Les thèmes, vous m'avez pas dit que j'allais être amenée à commenter pendant 10 minutes. Notamment le discours sur ce qui se passe au Proche-Orient et l'éventuel deux poids deux mesures. Je ne vous en veux pas, ça fait partie du jeu. Son argumentation sur l'utilisation du terme génocide est imparable quand elle cite le rapport Anatomie d'un génocide de Francisca Abanz, rapporteuse spéciale des Nations Unies. Elle fournit des références précises que l'animateur ne peut ignorer. Elle démontre que sa position n'est pas émotionnelle ou idéologique, mais fondée sur des analyses d'experts reconnus. Ce passage illustre parfaitement comment elle s'appuie sur des sources crédibles pour contrer le discours médiatique dominant qui rejette systématiquement ce terme. C'est qu'elle a perdu énormément de personnes. On a eu du mal à comprendre les enjeux de la révolution parce on a sûrement aussi manqué de pédagogie, d'information. Les enjeux de la révolution syrienne. On a eu énormément de relais aussi de ce que faisait Daesh dans cette région. Et donc pour beaucoup, c'est là où on a perdu, si vous voulez, une parole politique, une faillite de cette parole politique. Pour beaucoup, Bachar el-Assad paraissait dans cette propagande qu'il menait comme un défenseur qui s'opposait à Daesh dans cette région. C'était une erreur. Ce qui était faux. Non mais c'est clair. La précision juridique de Rima est impressionnante. Elle explique parfaitement la nature de l'ordonnance de la CIJ et replace le débat dans le contexte de la Convention sur la prévention du génocide. Sa phrase « Notre rôle de citoyen et de politique, c'est de s'assurer que dès lors qu'il y a un début d'acte génocidaire, nous devons de dénoncer » résume admirablement l'enjeu moral derrière les aspects juridiques. Elle met l'animateur face à ses responsabilités, refusant de se laisser enfermer dans un débat purement technique quand des vies humaines sont en jeu. Qui ne sont pas écoutés s'agissant de leurs revendications. Je veux quand même redire que quand la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu une succession, des déclarations et des engagements très importants et très rapides par ailleurs de ce milieu universitaire s'agissant des sanctions à prendre contre la Russie. Les étudiants demandent simplement qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. Ah, c'est pareil, la Russie et Israël ? Alors je vais vous dire une chose. Israël, c'est pire que la Russie. Le deux poids, deux mesures de l'animateur est flagrant. Il tente de la piéger sur la question du génocide des Ouïghours, mais Rima reste parfaitement cohérente dans son approche. Elle souligne que dans les deux cas, sa position est basée sur l'état des procédures juridiques internationales. Ce qui est frappant, c'est cette tentative constante de discréditer les défenseurs de la cause palestinienne en les accusant de partialité sélective, alors que Rima montre ici une cohérence totale dans sa défense des droits humains, qu'il s'agisse des Palestiniens ou des Ouïghours. Les rapports des Nations Unies s'agissant des violations du droit international commises par Israël sont documentés depuis des dizaines d'années. Donc c'est même pire, si vous voulez, en termes de passifs et en termes de violation du droit international et des crimes et de documentation des crimes qui sont commis, c'est même pire. Donc ce que demandent les étudiants à juste titre, c'est qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre un régime russe qui a violé le droit international. Nous demandons des sanctions contre un État israélien qui viole le droit international aujourd'hui et qui le fait depuis les accords d'Oslo. Donc c'est le sujet, il est là. Donc j'appelle pas, si vous voulez. Non mais vous l'avez dit. C'est pas moi qui suis responsable, si vous voulez, de ce mouvement. Par contre, je l'encourage. Je salue la maturité des étudiants qui sont à la tête de ces mouvements et je les encourage à poursuivre effectivement leur engagement. Cette comparaison entre Israël et la Russie est d'une puissance incroyable. Quand elle affirme franchement Israël est pire que la Russie, elle brise un tabou médiatique majeur. Son argumentation est irréfutable, elle s'appuie sur la durée de l'occupation et la documentation massive des violations du droit international par Israël depuis des décennies. C'est exactement le type de perspective qu'on entend presque jamais dans les grands médias français où l'on condamne durement la Russie tout en ménageant Israël. Sa cohérence politique sur ces deux situations est remarquable. Jean a mené à bien les négociations
négociations. Le Premier ministre israélien qui, lui, dénonce, je cite, les positions extrêmes du Hamas. Le Hamas qui refuse la trêve de 40 jours, qui incluait notamment un échange de prisonniers palestiniens et d'otages israéliens. Qui est responsable pour vous de l'échec de ces négociations? Est-ce que c'est le Hamas ou le gouvernement israélien? Tout d'abord, je veux dire que c'est extrêmement important de continuer à soutenir sur le plan diplomatique toutes les négociations, toutes les initiatives qui permettent de nous faire cesser cette guerre et de faire taire les armes. Ce que j'observe aussi, ce que vous ne dites pas dans votre introduction, quelle conclusion percutante. Prima défend avec force la légitimité des manifestations étudiantes en les plaçant dans un contexte plus large de cohérence politique internationale. J'adore comment elle retourne l'argument contre l'animateur en rappelant que des sanctions ont été prises immédiatement contre la Russie, alors qu'Israël bénéficie d'une impunité totale malgré des décennies de violation du droit international. Sa phrase « Je salue la maturité des étudiants » montre son appui sans réserve à ces mouvements refusant de céder à la pression médiatique qui tente de les délégitimer. Une conclusion parfaite à cet entretien où elle n'a cessé de résister aux angles biaisés.